Bonjour Ségolène Royal, Bonjour. ancienne ministre, ancienne candidate à l'élection présidentielle et qui a été présidente de la COP21 et aujourd'hui candidate pour devenir sénatrice des Français de l'étranger au mois de septembre. Merci d'être avec nous. D'abord, une nouvelle loi antiterroriste présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Alors je crois, selon certains, c'est la 14e loi antiterroriste en 9 ans. Ça vous paraissait nécessaire ? Dans la mesure où elle porte sur les questions du renseignement, à un moment où, en effet, les réseaux sociaux prennent une ampleur considérable et où les frontières n'arrêtent pas l'information, je crois en effet qu'il fallait renforcer la capacité des États à contrôler, à prévenir, à donner des moyens aux services de renseignement. Oui. Donc je pense qu'elle est nécessaire, mais c'est vrai que, comme vous venez de le dire, la 9e loi, peut-être même la 20e, la 14e loi, disiez-vous, et je pense même le 20e texte antiterroriste, on sait bien que ce n'est pas un texte qui permet de mettre à bas le terrorisme. C'est un ensemble de moyens, une organisation coordonnée, des coopérations internationales solides, des mesures de prévention et des mesures de renseignement et de suivi. Ça ne va pas assez loin, c'est ça que vous diriez au fond, certains non, disent je pense que l'échec d'Emmanuel Macron sur cette question. Je pense qu'à ce stade, si vous voulez, j'ai pas envie de politiser ce sujet, mais la réalité est que la France est particulièrement frappée. Et qu'on ne peut pas s'opposer à un texte législatif qui renforce le renseignement. Je n'ai pas envie d'instrumentaliser, si vous voulez, ce texte pour des raisons politiques. Parce que le terrorisme cherche quoi ? Cherche aussi à nous diviser. Donc chaque fois qu'on en fait un enjeu de politique intérieure, c'est tout bénéfice pour la radicalisation des terroristes. Oui, il y a 5 jours, il y avait cet attentat terrible à Rambouillet. Terrible, ouais. Est-ce que vous diriez aussi, comme certains le disent, il y a un lien entre immigration et terrorisme ? En partie, puisqu'il s'agit en plus de quelqu'un qui n'était pas en situation régulière. Et il faut forcer aussi également de constater que les 3/4 des agressions sont commises par des citoyens de nationalité française. Donc une partie, oui, est liée à l'immigration, bien sûr. Oui, donc ça pose aussi la question de l'immigration, du renforcement des frontières de Schengen. La France préside dans 6 mois l'Union européenne. Bien sûr, ça pose la question du renforcement des contrôles aux frontières, puisqu'il y a trop de mouvements qui sont incontrôlables à l'intérieur même des frontières européennes. Ça pose aussi la question, je le répète, du renseignement. Il y a à l'évidence aussi une radicalisation, c'est vrai, qui est là aujourd'hui. Et donc, ça pose aussi la question de la résistance de toute une société, vous voyez, aussi par rapport à la question éducative, à la question de l'information, à la question de comment les jeunes sont formés, au contrôle des mosquées, etc. Oui. Et s'appuyer sur les mouvements aussi qui souffrent le plus de cette radicalisation qui entraîne la mise en cause de l'islam dans son ensemble. Donc, les musulmans responsables républicains sont les premiers à souffrir de cette radicalisation. Oui, un terroriste qui avait passé 10 ans sans papier en France avant d'obtenir un titre de séjour pour le travail. Non, qui a travaillé même sans titre de séjour. Oui. Donc ça pose aussi un problème du côté des employeurs. Il obtient un titre de séjour pour le travail. Oui, mais comment se fait-il qu'il ait réussi à travailler pendant 10 ans sans titre régulier ? Vous voyez, donc il faut aussi que les employeurs prennent leurs responsabilités par rapport à ça. Oui. Ça remet en question finalement la façon d'être sur le sol français. Je pense qu'on ne peut pas généraliser à partir d'un seul cas, mais il est clair qu'on ne peut pas non plus nier les problèmes tels que vous venez de les évoquer. Oui, il y a une tribune de militaires qui a été publiée dans Valeurs Actuelles. Certains, une vingtaine d'anciens généraux à la retraite, qui parlent de remettre de l'ordre républicain en France, de hordes de banlieues, d'islamisme et finalement de menaces de guerre civile. Oui. Cet appel-là est justifié ? Je trouve qu'on en a déjà beaucoup parlé. Parce que vous voyez, plus on en parle, plus on fait de la promotion de cette opération du journal qui porte les idées d'extrême droite et qui a d'ailleurs un peu tordu la réalité, puisqu'on nous annonce plus de 1000 signataires. À l'évidence, on n'a pas ces noms, on n'a pas les 1000 signataires. Bon, il y a une poignée de militaires en retraite, d'ailleurs, qui n'utilisent pas leur titre de militaire. C'est le journal qui communique sur leur origine professionnelle, si j'ose dire. Moi-même, je suis fille de militaire, vous voyez, d'une
famille de militaires, donc j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour l'armée française. Et je ne confonds pas l'armée française et cette poignée d'anciens militaires qui, d'ailleurs, pour la plupart, sont engagés au Front National. Oui, alors donc on en parle trop. Vous diriez qu'ils devraient se taire? Non, je dirais qu'il faudrait arrêter d'en parler, parce que c'est vraiment tout bénéfice pour le Front National. Ah ben, alors justement, vous diriez à Marine Le Pen, qui a appelé justement ces personnes à la rejoindre, vous leur diriez quoi? J'ai aucun commentaire à faire, parce que je ne veux pas encourager ce genre d'opération de communication. Pourquoi? Parce que ça sert Marine Le Pen, au fond. Plus on en parle, bien évidemment, plus on en fait la promotion. Donc moi, je ne veux pas rentrer dans cette logique. Il n'y a pas de menace d'un coup d'État militaire en France. Je ne crois pas, non. Oui. Je ne crois pas. Mais, et derrière le constat finalement de l'ordre républicain qui ne serait plus assuré, notamment dans les banlieues, et de la menace un jour d'une guerre civile. Ça, vous ne le partagez pas du tout? C'est pas le problème des banlieues. C'est vrai qu'il y a un désordre généralisé dans le pays depuis le début de ce quinquennat. Moi qui défends et qui ai toujours défendu l'ordre juste, c'est vrai qu'il y a un désordre généralisé. Que ce soit le désordre dans la rue avec les mouvements sociaux parce que les problèmes sociaux n'ont pas été résolus et que les gens commencent à manifester par rapport à leur misère, à leur pauvreté, à leur difficulté de boucler les fins de mois, les problèmes n'ont pas été résolus, que ce soit les débats hystérisés sur le séparatisme, que ce soit la mauvaise gestion de la crise sanitaire, que ce soit l'absence de réponse sur la crise climatique. C'est vrai que c'est la pagaille, pour employer un euphémisme. Ça, c'est juste. Donc, la question, c'est de savoir comment on remet de l'ordre et comment on remet de l'ordre juste. Oui. Et ça, il est plus que temps, en effet. Vous diriez notamment, alors vous en parlez de la crise sanitaire, prolongement de l'état d'urgence sanitaire jusqu'à la fin du mois d'octobre, ça vous paraît loin ? Ce qui est très important, comme le disent les psychologues, les psychiatres, les neurologues, c'est qu'il y ait des dates précises. Vous voyez, le premier confinement, c'est pas mal passé, finalement. Il y avait même une forme de mobilisation pour réfléchir sur le monde d'après. On recevait des messages assez humoristiques, vous avez dû en recevoir aussi. Le deuxième confinement, comme le constatent les médecins, a été catastrophique parce qu'il y a eu un effondrement de l'espérance de sortir d'un état de fait. Et cette fatigue que subissent des millions de gens, qui nous atteint aussi, d'une certaine façon. Même si nous, on a la chance d'avoir une émulation intellectuelle, de pouvoir travailler, de pouvoir échanger, etc. Ceux qui, tout d'un coup, sont contraints de travailler à distance et s'interrogent sur le sens de leur travail, subissent une fatigue. Quelqu'un a utilisé cette expression, un neuropsychiatre, de violente fatigue. Vous voyez, une violence dans la fatigue. Oui. Et pour sortir de la violence de cette fatigue, il faut des dates précises. Et moi, je demande au gouvernement, au président de la République, puisqu'il doit s'exprimer vendredi, vraiment de donner des dates précises. Car quand on dit mi-mai, début juin, fin mai, maintenant octobre, les gens mélangent tout. Or, on sait que pour reconstruire une espérance, un espoir pour se remettre debout, pour se remettre d'aplomb, pour commencer à penser le présent et l'après, il faut des dates précises, même si elles sont un peu arbitraires. Bien sûr, ce n'est pas du jour au lendemain que le virus disparaît, mais si on dit le 15 mai, les terrasses rouvrent, et il faut que la date soit tenue. Et la seconde chose, c'est qu'il y a une grande crise de vérité. C'est-à-dire que les médecins disent, ce qui est terrible pour les gens, pour nous, c'est de dire tout et son contraire. Vous voyez, c'est de dire, vous ne risquez rien dans le métro, mais vous risquez en allant dans un musée. Non, n'importe quel citoyen de bon sens... Donc on aurait pu réouvrir dès maintenant les musées. Bien sûr. Donc tout ce qui est dans l'incohérence, ou le couvre-feu à 19h, qui fait que tous les gens s'agglutinent dans les transports en commun ou dans les magasins d'alimentation à la même heure, entre 18 et 19h, est beaucoup plus contaminant que de dire on va au contraire élargir les plages jusqu'à 22h, les plages d'ouverture des magasins jusqu'à 22h, pour que vous puissiez étaler votre présence dans les magasins d'alimentation. Donc vous demanderiez à Emmanuel Macron, contrairement à ce qu'il a l'intention de faire apparemment, de ne pas prolonger le couvre-feu jusqu'à la fin du mois de mai. Oui, j'ai déjà dit d'ailleurs. Oui. Mais vous voyez, ce sont des questions de bon sens que plusieurs lanceurs d'alerte médecins ont lancé depuis longtemps. Mais il manque de bon sens alors, Emmanuel Macron ? C'est-à-dire, ça manque de réactivité. Vous voyez, comme s'il y avait une espèce de bureaucratie qui avait dit quelque chose. Or, la politique,
Je pense, le leadership politique, c'est un moment de dire, bah oui, tiens, telle personne a dit ça, peu importe. Mais oui, c'est du bon sens. Mais oui, bien sûr, c'est vrai qu'on risque moins dans un musée ou dans un magasin dit non essentiel qu'agglutiner dans les transports en commun parce qu'il y a le couvre-feu. C'est vrai, vous êtes d'accord? Oui. Oui, et d'ailleurs, les rassemblements de jeunes qui ont été pourchassés, soi-disant qui devaient entraîner... Là, on a vu des rassemblements, on a vu une fête au but de Chaumont, il y a une enquête qui était ouverte. Oui, vous trouvez que... je trouve que les jeunes auraient dû mettre des masques déjà. C'était un peu excessif, si vous voulez. Mais quand il y a eu à Marseille le rassemblement des 6000 jeunes là, qui ont fait la fête, le carnaval, on avait dit que les hôpitaux allaient être submergés. Ils n'ont pas été submergés. Donc ça veut dire qu'en plein air, finalement, on risque, quand il y a les gestes barrières, on risque beaucoup moins que confinés. Vous voyez, or le premier confinement, on a été confinés. Vous vous rendez compte que même les parcs publics étaient fermés, alors que parallèlement, les jeunes, pas seulement les jeunes, on a besoin d'un contact avec la nature pour rester équilibrés. Donc, c'est l'ensemble de ces contradictions, de ces semi-vérités, de ces changements de pied qui sont très stabilisants psychologiquement pour les citoyens. Et ça, il faut que ça cesse. Vous voyez, ça fait partie aussi de l'ordre juste. Dire des choses précises, s'y tenir, donner des dates précises et faire en sorte que les décisions qui soient prises soient cohérentes. Oui. Et ça devient urgent parce que la fatigue devient extrêmement profonde. Et là, à l'approche des vacances d'été, les familles ont besoin maintenant de savoir exactement quelles seront leurs possibilités. Oui, et alors là, il y a des choses très claires apparemment sur les vaccins, des tranches d'âge. Oui. Et finalement, on se retrouve avec 250 000 vaccins qui ne sont pas attribués. Finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas ouvrir la vaccination à tout le monde, pratiquement, aujourd'hui? Mais bien sûr. Et d'ailleurs, il y a déjà 2 mois, j'avais demandé que les vaccinations soient également ouvertes aux jeunes, aux étudiants. C'est eux qui souffrent le plus, cette génération de jeunes qui ont absolument besoin des rapports sociaux pour exister, pour se construire, pour avancer dans la vie. Bon, c'est peut-être l'occasion de le faire, justement, puisqu'on a vu même des vaccinodromes, vous avez vu, qui sont restés ouverts 1 heure, puis qui ont refermé, alors que ça coûtait cher pour les mairies de les organiser, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de personnes qui venaient se faire vacciner. Donc non, vous voyez, question de bon sens. On voit ça... on peut très vite décider, on arrête de mettre des limites d'âge, et tous ceux qui veulent venir... se faire vacciner peuvent venir même sans rendez-vous. Oui. Voilà, le monsieur vaccin dit que si on faisait ça, ceux qui en ont le plus besoin, les personnes les plus fragiles, du coup, ne pourraient plus se faire vacciner. Puisqu'elles ne viennent pas. Ces personnes-là, elles peuvent déjà prendre rendez-vous aujourd'hui. Donc, elles ne le font pas. Donc, c'est pas parce qu'elles ne le font pas qu'on va empêcher les autres de se faire vacciner, puisqu'on va, en vaccinant tout le monde, protéger aussi les personnes fragiles. Puisque les personnes vaccinées, du coup, seront aussi protégées. Et est-ce qu'il faut donner le choix des vaccins? Parce qu'on voit bien que l'AstraZeneca, personne n'en veut, ou très peu, et que finalement, certaines catégories d'âge ne peuvent prendre que celui-là. Peut-être que ça bloque. Oui, ça vraiment, ça c'est au médecin mais je vois qu'il y a plein de jeunes sur les réseaux sociaux qui sont prêts à prendre l'AstraZeneca. Et ils ne peuvent même pas se faire vacciner. Donc, je pense qu'il faut maintenant ouvrir les contraintes, puisqu'il y a des vaccins disponibles, des personnes... C'est loi de l'offre et de la demande. Donc, un gouvernement libéral, il devrait comprendre la loi de l'offre et de la demande. Oui. En revanche, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que la bonne décision qu'a prise le gouvernement, parce qu'il faut aussi être objectif, c'est de maintenir les écoles ouvertes. Ça, c'était une bonne décision. Oui, l'environnement, c'est, je disais évidemment, l'ancienne présidente de la COP21 qui est là, qui se réjouit peut-être de voir Joe Biden aujourd'hui devenir, j'allais dire, le leader mondial de la lutte contre le réchauffement climatique. Et au fond, vous vous dites oui, ça vous réjouit, mais vous vous dites l'Europe derrière. Voilà, bien sûr, c'est nous qui avions le leadership, puisque l'accord de Paris, c'est Paris, donc c'est l'Europe, c'était ici, c'était déjà il y a 5 ans. Décembre 2015. Maintenant, c'est Biden qui reprend le leadership. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière un leadership climatique, il y a un leadership économique, puisque ce sont des filières économiques entières qui sont accrochées. Et là, il y a un plan énorme de relance aux États-Unis. Un plan énorme de relance. Une relance verte. Et qui est paradoxal, puisque voilà un pays, les États-Unis d'Amérique, qui était quand même un pays libéral, qui aujourd'hui est finalement le pays qui redonne à l'État ses lettres de noblesse, qui fait de l'investissement public. Il a annoncé également l'imposition sur les multinationales et sur les entreprises, l'augmentation de l'impôt sur les grandes entreprises. Et sur les 0 et quelques % des plus riches. Et sur les plus riches, ce que l'Europe n'a pas fait. Donc, à la limite, peu importe, puisqu'il donne le bon exemple, suivons-le et essayons d'accélérer. Mais là, l'Europe a du mal à s'entendre sur son plan de relance, c'est 40 milliards.
l'Europe n'a toujours... Et alors, on annonce beaucoup de numérique, beaucoup finalement d'économie verte. Oui. Ça, vous vous dites, il y a urgence, j'imagine. Ce qui est paradoxal, c'est que l'Europe reste beaucoup plus ultralibérale qu'aujourd'hui, maintenant, les États-Unis d'Amérique. Puisque ce qu'ont décidé les Européens, c'est le plan de relance conditionné à des réformes dites structurelles. C'est-à-dire, on exige des pays, une nouvelle fois, comme si l'expérience de la crise de 2008 n'avait pas servi, on exige la réforme du système de retraite, la réforme de l'assurance chômage, c'est-à-dire une fois de plus frapper les plus petits, les petits et les moyens pour pouvoir faire de l'investissement public. Mais non, c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut faire comme les États-Unis, c'est-à-dire investir massivement dans les filières de la croissance verte, l'isolation des bâtiments, les énergies renouvelables, la voiture électrique, les bornes de recharge électrique, la rénovation des routes, des ponts, des ouvrages publics, des voies de chemin de fer, mettre des panneaux solaires le long des voies de chemin de fer, par exemple. Enfin, il y a des chantiers considérables que j'avais mis en place d'ailleurs à la suite de la conférence de Paris sur le climat qui, pour la plupart, ont été malheureusement arrêtés. Sachez par exemple qu'il y a pratiquement plus d'industriels de panneaux solaires en France ni en Europe, parce que les aides ont été supprimées et que maintenant l'écart de prix entre les panneaux solaires fabriqués en Chine et les panneaux solaires fabriqués en Europe est de 50%. Donc voilà un défi très important, c'est-à-dire fabriquer dans les industries européennes les outils des énergies renouvelables. Voilà un défi magnifique à relever. On est capable de relever ce défi. Vous pensez par exemple que les Verts, les écologistes en France sont à la hauteur des enjeux? On a vu de multiples polémiques ces derniers mois qui concernaient des prises de position, par exemple les boomers qui étaient des ennemis ou d'autres choses. Oui, mais je trouve que si vous voulez, certaines critiques contre les écologistes sont infondées, elles sont très politiciennes, elles sont très injustes. Ce qui a été dit sur Julien Bayou, par exemple, c'est très injuste, c'est indigne. Même. Il a regretté cette campagne. Hein, oui, il a eu raison, donc il faut faire attention quand même. Je dirais que l'écologie, ce n'est pas un parti politique, c'est une conscience. Vous voyez, c'est une conscience. Et les écologistes portent cette idée depuis longtemps. Quand j'étais présidente de région, je travaillais avec les écologistes. Pendant très longtemps, ils étaient les seuls à porter ces idées-là. Donc, je crois qu'il faut savoir se respecter mutuellement, essayer de se comprendre et pas se caricaturer. Arriver à s'entendre à gauche. Parce que là, on voit la arriver difficulté à s'entendre à gauche et au-delà. Les socialistes et les écologistes. Oui, bien sûr. Arriver à s'entendre à gauche pour faire une offre politique. Il peut y avoir une candidature, alors vous qui avez été candidate en 2007, une candidature vraiment unique à gauche, ça serait possible ou pas? On ne s'achemine pas vers ça. Hein. Mais c'est très simple, c'est arithmétique. S'il n'y a pas une candidature unique qui rassemble la gauche, les écologistes, les centristes, les humanistes, les anti-libéraux, les anti-ultra-libéraux, oui, on ne sera pas au second tour. Donc à ce moment-là, et comme les Français rejettent massivement le schéma qui leur est présenté comme incontournable du duel précédent, ils n'en veulent pas. C'est-à-dire Macron face à Marine Le Pen. Vous avez vu que 80% des Français ne veulent pas ce scénario. Les sondages disent que c'est ça qui va se passer pour l'instant. Et en même temps, ils disent on n'en veut pas. Donc on a une responsabilité dans une démocratie à démultiplier l'offre politique pour que les citoyens aient un choix politique. Sinon, ils vont se désespérer, ils ne viendront plus voter. Et le plus grand parti risque d'être le parti des abstentionnistes. Et ça, personne ne peut se satisfaire dans une démocratie que le plus grand parti soit le parti des abstentionnistes. C'est vrai. Oui. Vous êtes candidate, je le disais, au sénatorial pour devenir sénatrice des Français de l'étranger au mois de septembre prochain. Beaucoup nous écoutent d'ailleurs dans le monde, sur TV5 Monde. Il y a des problèmes particuliers qui se posent aux Français qui vivent cette période de crise de la Covid. Problème de voyage, problème de moyens économiques peut-être. Et d'ailleurs, c'est au contact des Français de l'étranger que j'ai été sollicitée pour cette candidature. Et quand Claudine Lepage, qui est sénatrice sortante, ne s'est pas représentée, je me suis dit, ça m'intéresse de continuer le travail engagé. Pourquoi? Parce que vous êtes née à Dakar, on peut le dire aussi. Oui, en plus, c'est un peu un retour aux sources. Vous êtes née française de l'étranger. Oui, c'est vrai, c'est un peu un retour aux sources, c'est vrai. Mon père était militaire à Dakar, je suis née à Dakar, je suis la quatrième d'une famille de 8 enfants. Et en même temps, c'est aussi, j'ai pu constater d'ailleurs,
par cette histoire aussi, l'importance des familles et des Français dans le monde qui, dans le respect des pays où ils sont, incarnent aussi ces contacts culturels qui construisent d'abord le rayonnement de la France, mais aussi la communauté de destin. Et c'est comme ça qu'on construit la paix dans le monde. C'est parce qu'il y a des échanges culturels, des échanges économiques, éducatifs. Oui. Vous avez l'impression qu'ils ne sont pas assez défendus aujourd'hui, ces Français de l'étranger? Ils ne sont pas assez défendus dans la mesure où ils sont une chance pour la France. C'est une chance d'avoir des Français dans le monde. Parce que y a un retour sur la France grâce à cette présence. Et moi, j'ai pu constater d'ailleurs, en étant responsable de la conférence de Paris sur le climat, de sa ratification et de son application, que le réseau consulaire et diplomatique français et culturel, qui aujourd'hui souffre beaucoup puisque les lieux culturels sont fermés, est un réseau extraordinaire, sans doute l'un des meilleurs du monde, et qui souffre aujourd'hui de la diminution des moyens, de la diminution des emplois. Moi, je pense qu'il faut que ça cesse, cette diminution d'emplois et cette diminution de moyens, il faut que ça cesse. Comment vous pourriez obtenir ça, finalement, Ségolène Royal? Alors, on sait qu'on va avoir des images, on a des images où on vous voit rencontrer les grands de ce monde, parce que vous avez exercé les plus grandes responsabilités. Mais est-ce que ça peut suffire pour faire bouger les lignes? C'est déjà beaucoup. D'abord, c'est de travailler en dehors des clivages politiques avec l'ensemble des parlementaires qui représentent les Français à l'étranger, les sénateurs qui sont nombreux, les parlementaires aussi à l'Assemblée nationale. Et je pense qu'au-delà des clivages politiques, c'est pour ça que ma candidature est sans étiquette, même si tout le monde connaît mon itinéraire politique, parce que les Français de l'étranger, les Françaises de l'étranger me disent qu'ils doivent être défendus aujourd'hui et valorisés en dehors des clivages politiques. Et au moment où ils ont des difficultés, par exemple sur l'éducation, qui coûte de plus en plus cher, puisque l'État se retire du financement de l'éducation, ça, c'est pas normal, ça. Donc, il faut les réseaux éducatifs français à l'international, les réseaux culturels ont un rôle considérable. L'image de marque aussi de la France par rapport aux entreprises françaises installées à l'étranger, c'est essentiel. Le réseau culturel aussi. Et les réseaux culturels, les entreprises, le réseau culturel, le réseau éducatif, le réseau consulaire, le réseau diplomatique et surtout ceux qui souffrent beaucoup aujourd'hui, ce sont les étudiants qui ont vu leur stage en entreprise à l'étranger souvent être supprimé, c'est-à-dire leur cursus de formation être interrompu et un grand isolement aussi. Donc là, il va falloir au moment du déconfinement ne pas oublier les familles et les travailleurs des Français et des Françaises à l'étranger pour à la fois qu'ils bénéficient des soutiens de la sortie du confinement, mais surtout parce que c'est une chance pour la France de les avoir encore présents à l'étranger au moment où beaucoup sont rentrés. Regardez le secteur du tourisme à l'international où il y avait beaucoup de Français, c'est dramatique. Tous les établissements touristiques qui ont fermé dans le monde entier, ça a entraîné quand même des faillites, des gens isolés, des gens perdus. Donc quand la relance va être là, il faut qu'ils tiennent, il faut les aider à tenir pour que lors du déconfinement, ils puissent être pleinement associés à l'ensemble des mesures économiques et des réponses qui doivent être apportées à la crise économique. Ils ont un rôle très important à jouer, qui est utile pour les Français qui sont en France. Voyez, et utile aussi, alors parce que vous avez parfois dénoncé l'image de la France dont vous avez dit, elle n'est plus ce qu'elle devrait être aujourd'hui dans le monde. Elle est atteinte. Donc vous dites évidemment, on peut s'appuyer sur les Français de l'étranger, mais au-delà, vous trouvez que l'image de France, de la France... Oui, il faut la redresser. Évidemment, vous vous rendez compte que depuis les images télévisées, des manifestations, des destructions, des conflits, c'est sans arrêt. C'est les Français qui sont à l'étranger, qui nous représentent et qui travaillent, qui donnent leur énergie dans le monde entier, ils en souffrent. Et les entreprises aussi, parce que le rayonnement d'un pays a un impact très direct sur nos entreprises à l'international et sur les Français qui travaillent à l'étranger. Donc le redressement de l'image de la France, c'est quand même très important. Et c'est ça qui m'intéresse aussi sur les enjeux climatiques, puisqu'on les évoquait tout à l'heure aussi. Il y a à la fois un retour d'expérience, puisque les Français qui sont à l'international peuvent dire tiens, dans le pays où on est, voilà ce qui se passe. Ça pourrait être intéressant d'intégrer ça dans les initiatives françaises, donc la mise en commun des bonnes pratiques, et inversement, beaucoup de familles qui sont exposées dans des pays confrontés au dérèglement climatique
qui ont aussi besoin qu'on vienne en appui des dégâts qu'ils subissent. Oui, il y a 40 ans, Ségolène Royal, ou presque, c'était le 10 mai 81. Ouais. Quelle image vous gardez de ça, de cette date? Ça va faire 40 Une image de ans, bonheur, pas longtemps. une image de joie, de mutation. C'était un basculement qui était attendu. Et puis moi, j'ai travaillé après 7 ans auprès de François Mitterrand, donc j'ai beaucoup appris le métier politique avant d'être élu député, de retourner sur le terrain, d'être élu député. Et déjà à l'époque, je m'occupais des questions environnementales auprès de lui, des questions de jeunesse, des questions de santé. Vous voyez, donc oui, j'ai beaucoup appris avec Jean-Louis Bianco ensuite, qui était secrétaire général de l'Élysée. Et voilà, c'était, oui, il y a des choses à retenir du 10 mai 81. Oui. J'ai écrit dans un livre sur le courage un portrait de François Mitterrand et je mets en exergue cette phrase se tenir droit et regarder loin. Se tenir droit et regarder loin. C'est une belle phrase, une belle philosophie de la vie, ça. Oui. Une belle philosophie de la politique. On devrait s'en inspirer, ou que des chefs d'État, ou qu'Emmanuel Macron devrait s'en inspirer? Oui, j'irai peut-être pas jusque-là, mais enfin, ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour l'action politique. Regarder loin, ça veut dire qu'il faut donner un horizon aux Français pour qu'ils reprennent confiance dans l'avenir. Parce que si on veut recréer une société où on se fait confiance les uns les autres et on sort de l'isolement, car ça va être difficile de sortir de l'isolement, vous voyez, retourner au travail. Il y a une habitude qui a été prise de rester derrière son écran, parfois une satisfaction dans la solitude des uns et des autres, à la fois une souffrance. C'est ce qu'on appelle le monde d'après, ça. C'est un monde où les contacts n'existent plus, où sont limités. Donc il va falloir reconstruire ces contacts. Il faudrait revenir au monde d'avant. Bien sûr, il faut revenir à ce qui était bon dans le monde d'avant, c'est-à-dire l'art de vivre à la française. On aime bien être ensemble, on aime bien l'échange, on aime bien les cafés, on aime bien la culture. On aura besoin d'un pass sanitaire pour bouger, pour voyager, c'est ce qu'annonce encore Jean Castex aujourd'hui. Voilà, il ne faudra pas trop rebasculer dans la bureaucratie. Il va falloir donner des espaces de liberté. Vous êtes d'accord avec un pass sanitaire? Si la condition de la liberté, c'est le pass sanitaire, pourquoi pas? Vous voyez, tout est dans la façon de fixer l'objectif et l'outil. Le pass sanitaire, ce n'est pas un objectif, c'est un outil. Au service de quoi? Au service de retour à la liberté de circulation. Oui, mais qui doit être provisoire. Mais si on transforme le pass sanitaire en un objectif, c'est là où il y a une perversité bureaucratique parfois. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à l'action politique. L'action politique, elle donne un idéal, elle donne un objectif, elle donne un espoir. L'espoir, c'est le retour à la liberté de circulation et le retour à la liberté des relations humaines. Et l'outil, donc il faut que l'outil soit bien adapté et ne soit pas un objectif en lui-même. Oui. Sinon, on tombe dans la dictature bureaucratique. Oui, je le disais, en 2007... Vous n'êtes pas passé loin, hein? Je ne suis pas passé loin. Non, je suis pas quand passé vous voyez loin. les affaires judiciaires de Nicolas Sarkozy sur le financement de ses campagnes électorales, vous vous dites quoi, Ségolène Royal, aujourd'hui? Je dis dommage que ça n'ait pas été plus rapide. Mais c'est vrai qu'il a fait obstruction. Ça a mis du temps quand même pour être jugé. Vous voyez, mais ce qu'on découvre, c'est que il disait je vais carchériger les voyous et on voit que lui, il est mis en examen pour association de malfaiteurs et fraude dans le financement de la campagne. Ce qu'on voyait d'ailleurs à l'époque, parce qu'on voyait les moyens disproportionnés dans ces meetings, où moi, on était rationnés quand même. Ça coûte très très cher les meetings qu'ils faisaient. Par rapport aux moyens. On voyait qu'il y avait une différence de moyens. Ça n'explique pas non plus. Vous vous êtes dit, il y a quelque chose qui ne va pas? Ah oui, on s'était dit, il y a une différence de moyens financiers considérable. Souvenez-vous, il suffit de regarder les images ailleurs. Des meetings à 10 millions d'euros le meeting. Oui. Donc, bien sûr, nous, on était dans les zones commerciales, on était dans les halls d'exposition, etc. Il y avait des kilomètres carrés de tapis, de lumière. Oui, on voyait, il y avait une différence de moyens. Donc, vous dites, au fond, ce qui arrive aujourd'hui ne vous étonne pas? Sur quoi? Sur les mises en cause sur le financement de sa campagne électorale. Oui, c'était visible. Et en 2012 aussi, bien sûr, oui. Donc il y a des financements illégaux de campagne qui n'expliquent pas la totalité du résultat. Il y a aussi un manque. Vous dites pas, on m'a volé un peu le résultat? Je ne peux pas dire ça parce que ce serait trop facile. Mais il y a eu armes inégales. Et en plus, il était ministre de l'Intérieur. Ce serait impossible aujourd'hui qu'un ministre de l'Intérieur reste ministre de l'Intérieur en exercice pendant une campagne présidentielle. C'est-à-dire qu'il était au courant
finalement, de tout ce que je faisais, de tout ce que je disais avec les moyens de renseignement. Mon domicile avait quand même été mis à sac 3 fois. Et on a retrouvé d'ailleurs les plans de mon domicile lorsqu'il y a eu une perquisition chez le fameux Squal, vous savez, Squarcini, là. On a retrouvé les plans de mon domicile qui a été mis à sac 3 fois pendant la campagne. Donc, les ordinateurs de mes équipes cambriolés. Donc il était ministre de l'Intérieur pendant la campagne présidentielle et personne n'a rien dit. Ça serait impossible aujourd'hui, je pense. Le Conseil constitutionnel dirait non, vous démissionnez, surtout ministre de l'Intérieur, ça donne quand même des moyens considérables. Donc c'est vrai que les conditions de 2007, je pense, ne seraient plus renouvelables aujourd'hui. Et sans doute, ça a entraîné en effet un déséquilibre. Plus les votes par correspondance. Oui. Les votes électroniques auxquels on n'a jamais eu accès pour contrôler les votes électroniques comme dans un bureau de vote. Ça a développé chez vous le goût encore plus de la lutte politique. Non, parce que se battre, de dire au fond, si je veux y arriver, moi, Ségolène Royal, je devrais me battre plus qu'un autre, en l'occurrence, en plus parce que vous êtes une femme. Non, parce que je n'imaginais pas que les fraudes avaient été jusque-là, quand même. Et puis, ce qui a manqué aussi, c'est la cohésion de mon propre camp. Je n'ai pas été soutenue non plus comme je l'aurais dû l'être. Et puis, j'avais des idées avant-gardistes qui n'ont pas forcément été suivies. L'ordre juste, précisément, la démocratie participative, des concepts fondamentaux qui restent d'actualité d'aujourd'hui. C'est plutôt ça qui me fait plaisir. L'histoire m'a donné raison, après coup. Beaucoup de gens le disent sur ces idées-là, oui, beaucoup. Parce qu'il y avait à la fois l'écologie, déjà avant l'heure, l'excellence environnementale de la France. C'est sûr que cette mutation aurait été faite si j'avais été élue, ça c'est évident. La crise démocratique, je pense aussi, aurait été correctement traitée. La question des collectivités territoriales et du pouvoir local également. La question des banlieues, où je parle déjà de la France métissée, où on me dit « Oh, tais-toi, faut pas trop parler de ça, tu vas perdre des voix ». Je dis « Mais non, si on reconnaît pas à un moment qu'il y a une partie de la France métissée qui doit aussi être mise au travail, valorisée, être tirée vers le haut pour apporter aussi ce qu'elle peut apporter à la France, parce qu'il s'agit de jeunes Français métissés aujourd'hui qui naissent des nouvelles générations, bien sûr que ça doit être une chance pour la France. Et si on leur donne les moyens, l'encadrement militaire des délinquants aussi dont j'avais parlé, ça reste d'actualité. On vous a beaucoup reproché. Beaucoup. Oui. Mais regardez, ça reste quand même d'actualité. Tous ces jeunes-là qui n'ont rien à faire, qui traînent, militaire, ils font des bêtises. Pas forcément l'ordre militaire, pas forcément les militaires pour restaurer l'ordre. Autre chose. Pourquoi pas, ça dépend. Ça dépend dans quel domaine. Mais en tout cas, puisque je connais bien l'école des sous-officiers de Saint-Mexin qui était dans ma circonscription, je pense que c'est tout bénéfice pour des jeunes. Vous voyez, même là, pendant la période de confinement, franchement, ces jeunes qui ont été laissés à livrer à eux-mêmes, les stades fermés, etc. Vous les encadrez et vous leur faire un peu d'entraînement sportif de haut niveau qui les fatigue, qu'ils vont chercher loin, qui leur permettent de se dépasser eux-mêmes, d'être fiers de ce qu'ils font. C'est quand même mieux que de les laisser aller comme ça à la ramasse, à volo et faire des bêtises. Donc moi, je pense que tous les jeunes doivent être soit en formation, soit à l'école, soit en formation, soit au travail, soit en encadrement. Et de ce point de vue, je pense que les militaires savent faire de l'encadrement des jeunes, puisqu'avant, il y avait le service national. J'ai toujours été opposée à la suppression du service national. Aujourd'hui, tous ces jeunes qui traînent, qui n'ont rien à faire, qui n'ont même pas l'estime d'eux-mêmes, qui n'ont aucun adulte pour les encadrer, pour leur donner des repères, je pense qu'ils seraient beaucoup mieux dans un service national. Mais on se dit que vous pourriez faire campagne pour la présidentielle. Non, c'est pas du tout d'actualité. Il y a déjà beaucoup trop de candidats et de candidates. C'est vrai. Donc, mais j'apporterai mon aide. Non, je vous remercie de votre proposition. Un goût d'y retourner. Pas. Absolument. Je n'ai aucun esprit de revanche. Oui. Voilà. Mais quand même des idées. Et que la nouvelle génération s'organise. Oui. Merci Ségolène Royal d'avoir été notre invitée aujourd'hui sur TV5 Monde.